Vue du banc, le podcast pour comprendre le jeu, vous est présenté par PMU.fr. Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le 25e épisode de la saison 7 de Vue du banc. On se retrouve en cette fin de semaine pour débriefer deux compétitions. D'abord la Ligue Europa à travers la défaite de Lille du côté de l'Ajax et son élimination en 16e de finale de la Ligue Europa. Et puis on reviendra aussi sur les 4 rencontres de la semaine de Ligue des Champions qui ne concernaient pas des clubs français mais qui ont quand même produit quelques analyses qu'on va essayer de répartir entre Florent et Christophe. Salut messieurs, salut Florent Tonuti. Salut Raphaël. Florent Tonuti, le roi, le seigneur, le chef de Coparena, on le rappelle. Et Christophe Kuchli, qui est un grand contributeur de Coparena, mais qui parle aussi sur Eurosport et qui a contribué à un article sur la créativité en voie de disparition. Christophe, salut. Salut Raphaël, absolument. C'est l'un de mes talents, c'est que je réponds à des questions parfois. Et là je suis très content parce que souvent on m'interviewe pendant longtemps et on garde pas, mais je comprends, je le fais aussi, on garde pas beaucoup. Et là j'ai l'impression que c'est l'inverse, j'ai l'impression qu'on a gardé quasiment toute la discussion, donc on va dire que je cannibalise l'article, mais l'article est très sympathique, et pas seulement parce que j'y suis. Alors, on t'interviewe pendant longtemps, tu parles longtemps quand on t'interviewe. Oui, je absolument. Pense. Mais il m'arrive la même chose aussi, quand je pars dans des tunnels aussi, quand ça m'arrive, ce genre de choses. Tu sais qu'une fois, alors je crois que c'était 20 minutes, on m'a raccroché au nez en pleine interview, genre la personne n'en pouvait plus. Il ne m'a jamais rappelé, il m'a jamais... Enfin, c'était voulu en fait, c'est pas je suis passé sous un tunnel. Elle avait ce qu'il lui fallait, puis hop, terminé, bonsoir, merci. Mais oui, je suis tout aussi bavard par téléphone. Il y avait un message à faire passer, on va dire. Voilà, non mais je l'ai pas mal pris, je pense que je me raccrocherai au nez aussi de temps en temps, si je pouvais. Il faut qu'on le dise, Florent, les tunnels de Christophe sont montés, c'est-à-dire qu'ils sont 2 fois plus longs en vérité et qu'on les coupe un moment, parce que sinon on ne peut plus faire une émission de moins de 2 heures. J'aurais aimé, Christophe, que tu mentionnes que je te fais souvent des passes D, que je suis un peu ton agent en termes d'interview, que je suis un peu ton attaché de presse. Alors oui, c'est vrai, mais je le prends très mal, parce qu'à chaque fois les gens me contactent, je me dis, ah tiens, genre là, le JDD, on m'a appelé cet après-midi, donc j'étais content, et la personne me dit qu'elle vient de ta part, donc c'est-à-dire qu'en fait je suis toujours le 2e choix, donc je suis content, mais l'attaché de presse est visiblement beaucoup plus courtisé que moi. Et c'est d'ailleurs pour ça que tu animes cette émission, car tu es un prince. Passons aux choses un petit peu plus importantes, et cette défaite de Lille du côté de l'Ajax, défaite 2-1, malgré un scénario qui a laissé croire à un moment, alors pas forcément un exploit, parce qu'on va arrêter de dire exploit dès qu'un club français se qualifie, même si ça va finir par l'être, mais un bon résultat de la part des Lillois. Je vais donner les compos dans un premier temps, et puis après je lancerai Florent sur le match. Du côté de l'Ajax, Stekelenburg dans les buts, une défense à 4 avec Daley Blind, Lisandro Martinez, Lamy Timber et Rensch à droite. Au milieu, Alvarez et Gravenberch, notre petit chéri. Neres, Klaassen et Anthony derrière Tadic en faux numéro 9. Du côté de Lille, Mike Maignan dans les buts. Une défense à 4, Bradaric, Botman, Diallo et Selic. Un milieu, ligne de 4 aussi, Bamba, Sanchez, Cheka et Ikoné. Et puis devant, Timothy Weah et Youssouf Yazice. Voilà pour les compositions à peu près. Florent, premier bilan rapide de ce match qui est un peu une copie inversée. Une copie miroir du match aller, c'est-à-dire que le score ment un peu sur ce qui s'est passé, sauf que cette fois c'est Lille qui a été floué, on va dire. Oui, après Lille floué, il faut pas non plus aller trop loin, c'est-à-dire que Lille a en effet à l'aller, ce qu'on avait retenu c'était que l'Ajax avait pu développer son jeu habituel face à une équipe de Lille qui avait été incapable de jouer sur ses qualités. Là, sur ce match retour, on a beaucoup plus vu les qualités de Lille que les qualités de l'Ajax. Même si à l'arrivée, en termes d'occasion, les Lillois ont beaucoup tiré, ils ont terminé à 18 tirs. À l'aller, ils avaient terminé à 4 tirs seulement. Mais c'était aussi pas mal de tirs de loin, etc. Alors après, il y a ces incursions dans la surface, il y a cette faute, entre guillemets, sur Renato en toute fin de première mi-temps, où il y a plus faute là que sur Tagliafico au match aller. Il y a ensuite ce penalty qu'est allé chercher David. Mais c'est vrai que dans la zone de vérité, c'est quand même l'Ajax qui a eu les meilleures occasions. D'ailleurs ils sont devant aux XG en tirant 2 fois moins quasiment que les Lillois, ils ont 10 tirs mais ils sont quasiment à 2 XG quand Lille est aux alentours des non, ils sont au-dessus des 2 XG quand Lille est aux alentours des 1,6 1,7. Donc c'est beaucoup plus équilibré qu'à l'aller en termes de XG. C'est beaucoup mieux pour Lille et Lille peut avoir des regrets sur le fait de ne pas avoir montré ce match-là à l'aller, mais ça confirme en tout cas le fait que ce qu'on avait dit après le match aller, et ce que Christophe Galtier aussi avait dit en interview, c'était que Lille était vraiment passé à côté de son match et pouvait faire beaucoup mieux
que ce qu'ils avaient fait à domicile. Ils l'ont montré ce soir, ça a pas suffi, mais c'est vrai que le score de 2-1 ment autant qu'au match aller, mais pas du tout pour les mêmes raisons. Christophe, toi qui es un peu le régional de l'étape, est-ce que tu ressors un peu plus satisfait de ce match retour que tu ne l'avais été au match aller, où on avait été collectivement déçus parce que Lille faisait partie des bonnes surprises de la saison dans le championnat français, notamment sur le plan collectif. On avait déjà dit pas mal du bien d'eux lors de leur phase de poule de Ligue des Champions la saison dernière, où ils avaient été un peu mal payés. Là, c'est un bon match européen de la part de Lille malgré le résultat. Ouais, c'est-à-dire en fait, ça dépend à quel Christophe Kuchli tu t'adresses. Si tu t'adresses à l'analyste de vue du banc, je suis au meilleur. Je suis plutôt satisfait de ce que j'ai vu de la part de Lille. Après, si vraiment, voilà, pour être honnête, d'un point de vue assez égoïste, c'est vrai que je suis un peu tiraillé sur des matchs comme ça parce que d'un côté, à la fois le côté régional, même si je suis pas supporter, et financier, parce que mine de rien, Lille qui se qualifie, ça me fait plus de travail et plus de revenus, donc c'est quand même quelque chose qu'il faut mentionner. Donc c'est vrai que sur ça, bon, forcément, côté français, tout ça, j'ai envie que Lille se qualifie. Maintenant, d'un point de vue spectateur neutre, qui est quand même ma position quand je m'installe devant la télé, je prends plus de plaisir à voir le meilleur Ajax qu'à voir le meilleur Lille. Donc du coup, j'étais un petit peu incertain, je me disais, bon, soit Lille se qualifie, et voilà, je suis content, soit si Lille ne se qualifie pas, que ce soit, alors même si c'est un peu bizarre à dire, mais que ce soit du coup une démonstration de foot de l'Ajax, ou en tout cas qu'il y ait un match vraiment abouti de l'Ajax, et que si Lille pose des problèmes, c'est en affrontant une équipe qui serait sûre de ses forces et qui se ferait prendre en transition ou autre. Et là, en fait, j'ai vu un bon Lille, mais j'ai pas vu un bon Ajax, donc du coup, je suis un peu mitigé. Mais si tu me... Mais est-ce que t'as pas vu un bon Ajax parce que justement Lille était bon? Alors oui et non, oui forcément, parce que Lille a attaqué l'entrejeu notamment, avec un Renato Sanchez qui est quand même meilleur. Alors dans tous les cas, il fait un meilleur match, hein, mais qui est meilleur avec Cheka à ses côtés qu'avec Soumaré. Hein, ça c'est pas forcément une surprise. Il aurait peut-être même été encore meilleur s'il y avait eu Benjamin André avec lui, mais qui a aussi au-delà de ça alors déjà il avait plus d'agressivité, de manière générale Lille était beaucoup plus impactant dans le duel, mais casser la ligne par la passe, par la course, voilà, faire ces projections là, c'est sûr que ça l'Ajax n'était pas forcément préparé. Maintenant, je pense quand même que sur le côté circulation de balles ou autre, quand Lille ne pressait pas, était plutôt sur un bloc médian réactif, t'avais, je pense, moyen de faire mieux, et il y a eu des passes en touche ou des choses comme ça qui étaient décevantes, qui en tout cas n'étaient pas au niveau du match aller, ce qui peut d'ailleurs interroger de savoir quelle est la véritable valeur de l'Ajax, indépendamment d'adversaire, est-ce que c'est plus l'aller plus le retour. Mais c'est vrai que t'as raison de dire que Lille fait un bon match, et que dans tous les cas, sur un rapport de force comme ça, je pense qu'un bon ou très bon match de Lille n'aurait pas pu amener un match spectaculaire, en tout cas dans les proportions de l'aller, parce que Lille n'est pas fait pour conserver la balle face à un tel adversaire, faire comme l'Ajax. Donc là, la possession, à mon avis, ça doit être à peu près 50-50 sur tous les quarts d'heure si tu découpes. Ouais, 53-47 au total, ouais. Pour Lille, d'ailleurs, ouais. La possession. Mais c'est vrai que, tu vois, il n'y a pas eu vraiment, j'ai l'impression, d'énormes temps forts d'un côté ou de l'autre qui se prolongeraient plus de 5-10 minutes, en fait. Lille a bien commencé, non. Ensuite c'est un peu plus dur. L'Ajax est plus ou moins dans un temps fort, peu avant le penalty. Le penalty pour Lille, donc Lille ensuite a un temps fort parce qu'il faut marquer le deuxième, pourquoi pas aller en prolongation. Donc c'est, là-dessus, il y a pas mal, voilà, il y a un relatif équilibre des forces dans la possession, mais c'est vrai que Lille a eu plus d'occasions, et que globalement, ce qu'on disait, ce que Christophe Galtier disait sur cette volonté de pas avoir peur quand tu récupérais le ballon, ça s'est confirmé parce que l'Ajax, et c'est le dernier point de mon premier long monologue, c'est que finalement l'Ajax sur le contre-pressing, et c'est d'autant plus visible quand on a enchaîné à la fois les matchs de City et les matchs de Chelsea avant, voire même c'est un pléonasme, voire du Bayern qui a aussi fait un énorme contre-pressing. Enfin, tu voyais que l'Ajax n'était pas à ce niveau-là, et que sur ça, c'était plus un match Ligue Europa qu'un match Ligue des Champions. Et que du coup, t'avais moyen de prendre des risques dans la sortie de balle sans forcément que ça puisse coûter un but si jamais tu te ratais. Florent, quelques stats pour appuyer ce que tu as dit. L'Ajax avait réussi 85% de ses passes à l'aller, là c'est 78%. Alors, je précise que la stat de passe réussie doit être utilisée à bon escient. Oui. On a tendance à s'énerver, nous, sur l'utilisation des stats, et surtout sur le couplet, le refrain. Oui, mais les stats, ça veut rien dire, il faut aller plus loin que la stat, en citant des stats qui sont démodées depuis 2008. Dont les pourcentages de passes réussies, justement. Donc le pourcentage de passes réussies qu'aucun statisticien sérieux n'utilise, comme le pourcentage d'arrêt des gardiens. Et pour en savoir un peu plus, allez sur coparena.com, où on essaye justement de montrer quelles sont les stats les plus importantes, et surtout celles que les clubs
modernes utilisent, parce qu'il n'y a aucun club qui s'appelle... Enfin, il y en a peut-être, hein, mais aucun club sérieux et digne de ce nom qui utilise le pourcentage de passes réussies. Et pareil, si vous utilisez ça pour analyser, bah, tant pis pour vous. Mais il y a des choses qui vont beaucoup plus loin. Là, en l'occurrence, sur le plan collectif, c'est intéressant parce que ça montre que Lille est allé un peu plus embêter l'Ajax et qu'ils les ont un peu sortis de leur zone de confort. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui a changé dans la manière de presser de Lille entre l'aller et le retour? À l'aller, on avait notamment regretté l'attentisme, on va dire, du premier rideau lillois défensif, qui n'osait pas forcément sortir et qui laissait beaucoup de latitude à Martinez ou à Daley Blind pour avancer et claquer leurs passes qui cassaient le premier rideau et qui ensuite mettaient Soumaré et Sanchez dans des positions assez compliquées puisqu'ils étaient encerclés par des adversaires, ils en avaient sur leur gauche, ils en avaient sur leur droite. Donc c'était compliqué pour eux ensuite à gérer. Et en fait, là, Lille a été beaucoup plus actif sur ses premiers joueurs, ses premiers relanceurs. Et d'ailleurs, ça se voit à l'influence de Martinez ou de Blind, qui avec ballon ont été beaucoup moins impactants. Et donc ça, évidemment, c'est je pense un point clé parce qu'à partir du moment où ce premier rideau ne laisse pas l'Ajax mettre en place son jeu, lancer ses mouvements, forcément derrière les choses se compliquent et forcément aussi c'est plus facile pour les milieux de terrain pour prendre un adversaire, défendre en avançant et récupérer des ballons et repartir dans l'autre sens. Donc il y a cette activité sur la première ligne. Alors ça a pas été constant pendant 90 minutes. Christophe tout à l'heure parlait de temps forts, de temps faibles. Néanmoins les temps faibles, on va dire lillois, ont été beaucoup moins longs qu'à l'aller. Et l'Ajax a eu beaucoup moins de temps pour installer sa possession de balle et construire ses actions sur ce match retour. Et comme tu le disais, le pourcentage de passes réussies, pour le coup collectif, le symbolise un petit peu. Un pourcentage de passes réussies qui tombe d'ailleurs à 70% en deuxième mi-temps pour l'Ajax, qui est à la fois la preuve de ses difficultés à poser le jeu et aussi la preuve de son envie sans doute d'aller chercher un jeu plus direct une fois que Brobé est rentré. D'ailleurs le but est un peu un exemple puisqu'ils vont le chercher assez rapidement dans la surface avec un long ballon. Mais voilà, mais c'était une équipe de Lille beaucoup plus active toujours dans son projet, mais beaucoup plus active par rapport au match aller où elle était un petit peu dans l'attente et très passive et du coup elle subissait beaucoup dans sa moitié de terrain. Et à partir du moment où tu subis face à l'Ajax, tu subis le contre-pressing. Là, Lille a moins subi, donc comme le disait Christophe tout à l'heure, ils ont moins subi le contre-pressing. Christophe, est-ce que tu as cru à un moment à la qualification je suis en train de perdre ma voix, c'est à force de crier en séance ça. Est-ce que tu as cru à un moment à la qualification lilloise? Est-ce qu'il y a un moment du match, une action, une séquence, un tournant qui te laisse penser que Lille peut se qualifier ce 25 février 2021? Déjà pendant les 14 premières minutes, parce que le but intervient à la 15e, et là de fait tu te retrouves à devoir en marquer 2 pour aller en prolongation. Donc c'est un peu compliqué, mais sur le premier quart d'heure, t'as eu une énorme occasion avec un ballon sauvé sur la ligne, je crois par Martinez, et 2-3 autres situations où ça se joue à une dernière passe, à une sortie, à une course, à un duel, etc., où ça peut aussi faire but. Donc là, sur le début de match, tu te tiens, si tu mets le premier, du coup, qu'est-ce qui se passe du côté de l'Ajax? Tu restes quand même en position défavorable, enfin, t'es pas qualifié, mais du coup, est-ce que cette équipe ne va pas un peu paniquer, parce qu'il y a beaucoup de jeunes joueurs, niveau expérience, l'Ajax n'est pas forcément, sur certains profils, favorisé par rapport à Lille, même s'il y en a d'autres qui ont vraiment pas mal de matchs européens. Donc il y a ça, et puis après, bon, c'est compliqué, et le penalty, alors, il sort pas de nulle part, totalement, mais c'est-à-dire il est dans un moment où Lille semble quand même avoir pas mal réduit l'intensité parce que ça courait beaucoup et où tu sens que même les changements sont quand même dans une certaine logique où t'y crois mais t'y crois plus totalement. Et on va pas dire que je croyais à ce moment-là à une éventuelle qualification parce que entre la 15e et la 77e t'es dans cette situation où tu dois marquer minimum 2 fois. Donc là, même si Lille a des occasions, tu crois pas à une qualif, il faut mieux, tu dis, si tu marques vite en début de deuxième, il peut, pourquoi pas, se passer un truc, mais t'es vraiment sur une double projection, c'est si. Et là, la 78e, je crois pas forcément à une qualif, mais la prolongation est pas si loin. Maintenant, la vraie variable, c'était que Brobé était rentré, et que, mine de rien, il y avait pour moi en face une arme qui pouvait faire relativement mal, alors que sur le reste, finalement, t'avais des joueurs de combinaison, mais t'avais du mal à combiner, donc du coup, tu te dis, à tout moment, l'Ajax peut quand même être dangereux, mais il y a besoin de beaucoup plus d'étapes, finalement,
que quand Brobé est rentré, parce qu'à ce moment-là, et on le voit sur le dernier but, le but de David Neres, en une ou deux passes, tu pouvais mettre à mal une défense qui, en plus, était obligée d'un petit peu se projeter vers l'avant et donc de laisser des espaces parce qu'il fallait absolument marquer. Il y a un truc un peu paradoxal et d'ailleurs un peu frustrant sur l'ensemble des deux matchs, Florent, c'est qu'on préfère le deuxième sur le plan collectif de la part de Lille, mais que c'est aussi sur le deuxième qui concède le plus d'occasions. Et malgré l'aspect positif de la rencontre, l'Ajax s'est créé plus d'occasions, domine en termes de XG, tu l'as dit au début, alors qu'ils ont 2 fois moins de tirs. Donc ils ont été très efficaces et ils ont réussi à se créer des très bonnes occasions sur les quelques situations qu'ils ont eues. C'est un Ajax un peu différent de l'aller. Est-ce que c'est parce que Lille se découvre et va presser un peu plus haut que derrière tu concèdes peut-être des situations où tu défends en reculant et dans ton dos? Pourquoi les occasions ont été meilleures pour l'Ajax au retour? Je saurais pas vraiment l'expliquer. Je vais laisser Christophe là-dessus. Ne serait-ce que après, tu vois après la première, c'est un coup de pied arrêté. Je ne sais plus quelles sont toutes les occasions de l'Ajax. Je ne les ai pas toutes en tête. Donc je vais. Bon, déjà je vais Neres, chercher. ça doit être beaucoup. Hein. Ouais, forcément. Je pense que Neres en termes d'XG, il met la tête sur la forcément, ligne. Neres, oui, Neres. Mais celle de Classen aussi, hein, la première de Classen. Je vais les retrouver là. Je les ai quasiment sous la main. Donc je vais aller chercher ça. Pendant que tu cherches ça, Florent, est-ce que Christophe, tu peux nous parler des tournants du match pour Lille, s'il y en a eu, lesquels tu identifies le plus? Alors juste avant Christophe, ouais. Je les ai. Le but de Neres, c'est 0,46. Donc voilà. Et le but de Classen, c'est 0,40. Sachant que ensuite il y a quand même 3 grosses occasions. Est-ce que Christophe s'en rappelle? C'est Rennes. Il y a le double 1-2 qui termine par une frappe de Classen, je crois. 66e, 67e? Je ne sais plus. C'est possible. Je t'avoue que en fait j'ai vu, alors pas tous les matchs européens, mais tous les matchs de Ligue des Champions, plus celui-là, plus se préparer des choses pour Copa Arena. Donc en fait j'ai vu tellement de matchs que je m'y perds un petit peu. Alors pourtant c'était il y a 1 heure. Alors les trois autres occasions importantes, c'est Rennes à la 29e minute qui a une action à 0,38% de chance avec 38% de chance de réussite sur le modèle d'Infogol. Et ensuite il y a Classen qui en a une à la 67e à 27% et Tadic à la 66e juste avant à 24%. Voilà, au total ça fait 5 occasions à fort taux de réussite, tandis que côté lillois en fait, il y a évidemment le penalty d'Yazice, tiré de manière très aranguisienne d'ailleurs au passage, oui, en force. Et ensuite les plus grosses occasions, c'est 15% de chance, c'est Wea en début de match à la 18e, c'est Botman à 13%, j'imagine sur un coup de pied arrêté à la 12e minute. Évidemment, il y a le tir sauvé sur la ligne, mais c'est pas un fort pourcentage de réussite pour Yazice vu la situation. Et Yazice à la 64e à 10% de chance. Donc voilà, Lille a en effet beaucoup plus tiré de loin. Renato en a une aussi où c'est pas un haut pourcentage de réussite, mais elle passe pas loin en milieu de deuxième mi-temps. Mais voilà, c'est clairement l'Ajax qui a eu les meilleures situations. En fait, pour moi, vraiment, ce qui est intéressant au-delà des moments, c'est le contenu. En fait, c'est ce que Lille a été capable de faire pour embêter cette équipe-là. Et encore une fois, c'est difficile de savoir à quel point la jauge doit être mise uniquement responsabilité de Lille dans le mauvais match de l'Ajax, ou alors est-ce qu'il y a un petit peu des deux. Je pense qu'il y a un petit peu des deux. Maintenant, savoir si c'est du 50-50 ou du 70-30, c'est assez difficile. Mais c'est surtout finalement ce côté, l'Ajax a gagné en étant réaliste quand même sur l'ensemble des deux matchs et en ayant un scénario plutôt favorable, parce que à l'aller c'est quand même pas mal une histoire de moment, puisque Lille mène et à quelques minutes près il y a au pire match nul voire victoire lilloise, parce que le deuxième but c'est vraiment parce que cette équipe-là se déconcentre et reste sur la frustration du penalty. Et malgré tout, l'Ajax, qui est donc une équipe qui aime bien étouffer son adversaire, installer son jeu, etc., réussit à gagner le match, même avec soit un scénario défavorable à l'aller, soit au retour sans pouvoir installer son jeu. Je trouve que alors l'Atalanta le fait parfois, mais c'est pas forcément la caractéristique première de ces équipes. C'est-à-dire qu'on a plutôt tendance à voir, typiquement en Ligue des Champions, les équipes de Guardiola, elles vont dominer 85% du temps, et sauf que les 15 autres pourcents, ça va être très compliqué, et c'est là que tu peux prendre des vagues de buts plus importantes que ce que tu n'as créé sur les 85 autres pourcents. Leeds le vit aussi assez régulièrement, et là c'est intéressant de voir que l'Ajax peut gagner sans être forcément dans son plan de jeu et en déroulant totalement.
même si encore une fois, si t'as subi ça contre Lille, c'est autant d'occasions, etc. Je pense que ça explique aussi pourquoi t'es plus en Ligue des Champions, et ça m'inquiète un petit peu pour le devenir de cette équipe. Je suis pas sûr qu'elle passe encore 1 ou 2 tours. Merci Christophe pour ce petit point sur l'Ajax. Florent, il faut qu'on parle d'un homme tout de même qui a été très important pour les Néerlandais sur l'aller et sur le retour et sur très peu de minutes, qui est un peu le super sub de l'Ajax, c'est l'ami Brobé, Ouais. qui est costaud, mais qui est aussi un vrai bon footballeur et qui en plus est en fin de contrat. Ouais. Donc ça fait beaucoup de choses à évoquer sur lui. D'abord, commençons par ce qu'il a fait sur ce match retour. On avait déjà un peu parlé de lui à l'aller, là il a peut-être été encore meilleur au retour. Ouais, c'est un joueur en effet qui sur ce match retour avec une équipe qui avait un peu de mal à développer son jeu habituel a été une solution pour un jeu plus direct. Si je vais faire un parallèle totalement idiot, tu peux dire qu'il est sur cette entrée, il est à l'Ajax ce que Steve Mounier est à Brest. C'est-à-dire c'est le gars sur lequel tu vas pouvoir t'appuyer et allonger ou chercher dans le dos de la défense. Ce qui est intéressant avec lui en fait, c'est que quand tu le vois rentrer en jeu, tu te dis ok, ça va être quelqu'un, il va falloir le bouger, ça va être difficile à bousculer. Parce qu'il a des épaules menaçantes. Ouais, voilà, on va dire ça comme ça. Mais et pourtant c'est pas un grand gabarit. Donc il garde en plus à côté une certaine mobilité. Il va quand même encore assez vite. Il est capable d'aller un peu partout sur le terrain. Donc il doit faire 10 cm de moins que Lukaku, je pense. Il fait 1m80. 1m80, ouais. Ouais, c'est ça. Et peut-être pas 10, mais Lukaku me paraît un peu plus grand. Et ouais, je pense que Lukaku est bien au-dessus. Mais du coup, à ce niveau-là, c'est un profil qui est utilisé par l'Ajax dans certaines situations où ils ont besoin d'un neuf. C'est-à-dire là, il est entré en jeu sur ce match. À l'aller aussi, il est entré en jeu. Il avait pas mal pesé. Et puis il avait surtout marqué en fait. Mais du coup, c'est vrai que c'est donc, au rayon des attaquants modernes, je pense que c'est quelqu'un qui cet été va être très très suivi et très très convoité, en plus en étant en fin de contrat. Et c'est vrai que pendant le match, je me faisais une réflexion, je me disais si t'es l'Olympique Lyonnais et que tu vois ce mec-là libre cet été, ça sera très dur de l'attirer parce qu'à mon avis, il y a sans doute tous les clubs qui ont juste un peu d'idées, pas forcément beaucoup d'argent, qui vont lui proposer quelque chose, parce qu'à l'âge qu'il a, être gratuit avec un tel potentiel, j'ai l'impression que tout le monde va pouvoir y aller et lui proposer quelque chose. Donc, parce qu'après, si ça se plante, de toute façon, même si, tu vois, un profil comme ça, si ça signe dans un très grand club, mais qui joue jamais dans ce très grand club, il va le prêter une saison, il va le prêter 2 saisons, et la 3e saison, il le vendra et il fera une plus-value de 20 millions dessus, sans doute. Donc il y a pas d'échec possible, et c'est vrai que lui quitter l'Ajax cet été, ça va être un bon plan. Reste à savoir s'il va vouloir aller direct très haut, quitte à galérer 2 ou 3 saisons, ou s'il va aller dans un club taille Lyon, taille Dortmund, où il aurait directement du temps de jeu pour se développer. Ça va être intéressant à suivre cet été. Écoute, il y a 3 semaines, Sport Bild annonçait qu'il était proche de rejoindre Leipzig. Oh, quelle surprise! Qui lui offrait un contrat de 5 ans. Il faut savoir que son agent est Mino Raiola. Donc ça explique peut-être aussi le côté non, je veux pas prolonger à l'Ajax parce que je sais qu'en signant à l'étranger dans un club comme ça, il y aura une bonne prime à la signature. En tout cas, à Leipzig, il pourrait régler pas mal de problèmes, je crois, Christophe. Alors oui, et c'est vrai que Leipzig, j'en parlais avec l'ami Maxime Brigand de SoFoot. Enfin, il m'avait dit, bon, on sait très bien où il va aller en fin de contrat, mais c'est vrai que il peut régler beaucoup de soucis. Deuxièmement, ça oblige quand même à faire un choix, je pense, parce que là, t'as 2 attaquants, alors qu'ils sont pas parfaitement dans son profil, mais 2 attaquants qui sont quand même plutôt grands, plus qu'ils ne sont rapides. Des joueurs, il y a Poulsen et Sorloth, et les 2 ont du mal à s'imposer, le Danois et le Norvégien, ce qui fait que tu joues régulièrement. Alors il y a aussi des raisons tactiques, tu joues régulièrement avec un faux neuf, Forsberg, Olmo, etc., avec des ailiers qui prennent la profondeur, qui sont très rapides. Le souci, c'est que tu vas pas pouvoir avoir 3 attaquants de ce profil-là, même si Brobbey est jeune. Donc je pense qu'il faudra peut-être acter l'échec de ton choix d'avoir pris Sorloth pour une 20aine de millions, je crois, en provenance de Trabzonspor, alors que super saison en Turquie, en première ligue c'était beaucoup plus compliqué, donc il y avait quand même une forme de pari. Mais à mon avis, tu pourras pas avoir 3 attaquants quand même qui ont des similitudes. Mais c'est vrai que dans l'absolu, le projet Leipzig, je veux dire, comme le disait Flo, même si ça réussit pas,
un profil comme ça, tu le revends, quoi. Donc du coup, c'est sûr que ça peut être une bonne affaire, même sur un côté un peu prospect, comme on dit, où t'as pas besoin de le valoriser sportivement tout de suite pour que le mec reste quand même sur les radars de tout le monde. Qui est le meilleur buteur de Leipzig selon vous en Bundesliga cette saison? J'ai beau regarder les matchs, c'est une vraie colle. Je dirais Angelino, mais je suis pas sûr. Florent, est-ce que tu as une suggestion? Je t'aurais dit Olmo comme ça, mais j'en ai aucune idée. Vous avez tous les deux faux, mais de pas très loin. C'est Sabitzer avec 5 buts. Peut-être parce qu'il tire les pénaltys, je sais pas. Derrière, c'est Nkunku 4, Forsberg 4, Angelino 4, Orban 4, Poulsen 4, Olmo 3, Mukiele 3, Alstenberg 2, Sorloth 1. Et après, il n'y a que du 1, du 1, du 1 chez les défenseurs. Et chez l'ami Justin Kluivert, en qui je croirais toujours, même si ça commence à devenir de plus en plus long, sa période non flamboyante. Ouais, bah là, on arrive sur la théorie où la période non flamboyante est beaucoup plus longue que la période flamboyante, où on se pose un peu des questions sur quelle est finalement la réalité dans tout ça. Il y a 2 ans, dans les joueurs à suivre, je crois que j'avais mis Kluivert quand il signait à la Roma et Pulisic sur sa dernière saison à Dortmund. Et les deux sont sur le banc en ce moment. Bravo Raphaël. Mais bon, la stat de but rappelle un peu la Juve, la première Juve de Conte 2010-2011 où je crois que tout le monde, ou 2011-2012, je sais plus, une des deux, 2011-2012 je crois, où je crois que tous les mecs étaient à 8-9 buts. Il y avait personne pour s'occuper de marquer la plupart des buts. Ça avait donné une équipe plutôt sympa d'ailleurs. Mais il avait fallu peut-être un moment recruter un gars qui peut te mettre sa vingtaine de buts par saison. Donc, si Leipzig peut avoir ça, ça risque d'être pas mal. Voilà pour le Lille-Ajax. Est-ce qu'il y a un dernier mot à rajouter sur cette rencontre, sur le parcours européen du LOSC avant de passer à la Ligue des Champions? Non, moi dire que cette équipe-là, alors franchement, on était plusieurs journalistes à en discuter, les suiveurs du club, à se demander, en tout cas avant le match du week-end en championnat, s'il n'allait pas, alors je dis pas balancer le match, mais acter un peu le côté, à l'aller on est à domicile, en plus dans notre stade, parce qu'il y a pas mal de matchs européens qui ont été à domicile, mais qui en fait se sont joués à Budapest ou autre, et on a pris quand même une forme de leçon de foot. Ça sert à rien, concentrons-nous sur le championnat. De toute façon, même si on passe ce tour-là, si t'arrives au suivant face à Manchester ou autre, ça sera injouable. Et finalement, Lille a vraiment joué le coup, et même dans les 10 dernières minutes d'un match retour où tu peux éventuellement te retrouver en prolongation, et donc quand même, je vais pas dire flinguer ton match du week-end, mais que ça pèse vraiment dans les jambes, cette équipe-là a joué le coup à fond. Alors, dans l'absolu, quand on regardera dans 5 ou 10 ans le tableau, on verra une élimination de plus pour un club français relativement tôt dans la compétition malgré tout. Mais le scénario fait que, au-delà des pénaltys, des choses comme ça, tu peux avoir des regrets et tu peux au moins avoir cette fierté-là de pas te dire et si on avait fait ci à fond. Bon non, là t'as joué le truc, t'as perdu. Ça arrive, voilà. Mais au moins t'as respecté l'Europe. Lille qui joue Strasbourg dimanche à domicile, dimanche 15h, je crois. Ou 17h. Non, 17h05, parce que Lille joue à 17h à peu près tout le temps en ce moment. Pourquoi 17h05? Alors, ma théorie, c'est que parce que c'est un changement qu'il y a depuis que Canal a pris les droits. Ma théorie, mais on a des gens, je pense, qui bossent sur Canal, qui nous écouteront, qui nous démentiront peut-être, mais c'est qu'avec la multiplex à 15h, d'éventuels recours à la vidéo, etc., au plus il y a de matchs, au plus il y a de chances qu'il y en a un qui déborde, et que du coup, si tu veux caler des pubs, faire ta transition, etc., le timing était trop serré. Mais peut-être que ce n'est pas ça, mais toujours est-il que c'était 17h dans mon souvenir quand c'était sur Téléfoot il y a quelques semaines. Ouais. Ben, j'espère qu'il y a des gens de Canal qui nous écoutent, mais entre le moment où tu as dit, Christophe, il y a peut-être des gens de Canal qui nous écoutent, et la publication de cet épisode, ils seront peut-être virés, ou plus à Canal, donc il faut faire attention. C'est pas impossible qu'à un moment, il bascule ailleurs. Donc, j'espère que ça n'arrivera le moins possible, mais on est à l'abri de rien en ce moment. Passons à la Ligue des Champions, on va faire un petit format qui va encore s'inspirer du basket, parce qu'on a vraiment envie d'embêter les gens qui n'aiment pas ça. On va faire un 4x10, comme un match de basket européen. On va passer 10 minutes sur chacun des matchs évoqués. On va commencer de manière chronologique, Florent, et démarrer par le Lazio Bayern de mardi soir. Victoire 4-1 des Munichois, tu as vu la première période, et j'ai l'impression que ça suffit pour parler de cette rencontre. Donc je te lance. Est-ce que la Lazio a été un moment dans le match avec son projet de contre-attaque, avec ses attaquants de qualité et ses milieux capables d'être très verticaux, ou est-ce que c'était tout simplement trop fort en face? En fait, c'était une bonne question, en effet, parce que le profil de la Lazio, surtout vu le Bayern, sa ligne défensive très haute et certains matchs qu'ils ont pu faire cette saison, où justement ils se sont fait piéger à ce niveau-là,
il y avait peut-être quelque chose à faire pour la Lazio. Malheureusement, il y a eu 2 problèmes. C'est que elle s'est sabordée très vite avec une grosse erreur je crois que c'est Musacchio qui fait l'erreur et qui donne le premier but à Lewandowski dès la 9e minute. Mais après, derrière, c'est vrai qu'il y a des sorties de balles où tu vois la Lazio réussir à se sortir du contre-pressing du Bayern et à trouver des joueurs dans la profondeur. Après, il reste le problème de réussir, une fois que tu as créé ce premier décalage, et que tu as pris ce temps d'avance, de le mener à bien et de le mener jusqu'à la fin pour en faire une occasion. Et c'est là que la Lazio a pêché, c'est-à-dire la Lazio a eu beaucoup de situations en première mi-temps. Malheureusement, elle en a transformé très peu en véritable occasion de but. Et le problème, c'est qu'en face, au lieu de rester à 1-0 et de contrôler, le Bayern t'as l'impression qu'ils ont accéléré un peu quand ils en avaient envie. Et en fait, dès qu'ils ont accéléré, le deuxième but, c'est un peu ça. Hein. Je crois que c'est Leroy Sané qui au début qui fixe, ou c'est Goretzka. Enfin bref, c'est Coman, pardon, à gauche, qui fixe. Il y a un relais de Goretzka et puis tu te retrouves avec Musiala qui est seul à l'entrée de la surface, qui frappe et ça fait 2-0. Et c'est quasiment la deuxième situation du Bayern du match. Donc voilà, en face t'avais une équipe ultra efficace. Mais c'est vrai que sur les situations, tu te dis le projet de la Lazio avec des joueurs de Ligue des Champions, le Bayern aurait sans doute été beaucoup plus emmerdé, mais là c'est vrai qu'il y avait un vrai écart, ne serait-ce que quand tu vois les sorties de balles de la Lazio, et moi qui ai vu Milan-Inter lundi dernier pour une analyse pour Copa Arena, les sorties de balles de l'Inter face aux sorties de balles de la Lazio, tu sens que le projet est un petit peu le même. Néanmoins, quand Musacchio, Acerbi et Patrick se font des passes, c'est beaucoup moins fluide et beaucoup moins claqué, beaucoup moins esthétique et beaucoup moins efficace surtout que lorsque c'est Skriniar, De Vrij et Bastoni. Donc il y a cette problématique-là qui s'ajoute. Après, je reste convaincu qu'un projet comme ça peut embêter le Bayern, mais c'était un Bayern un peu énervé et super efficace. Donc là, l'écart, le 4-1 à la fin est tout à fait logique. Mais la Lazio, contrairement à ce que le score peut laisser penser, n'a pas non plus démérité, n'a pas passé 4-1 à rester sur ses buts et à souffrir. Ils ont juste... D'ailleurs, ils ont plus tiré au but au final que le Bayern. Oui, 14 tirs à 13 pour la Lazio. Petit jeu rapide, Christophe, devine l'âge de Matteo Musacchio. Je dirais 32. Ouais, c'est 30. Mais tu vois, c'est un joueur que je trouve impossible à situer parce que j'ai l'impression qu'il a passé la moitié de sa carrière blessé, si ce n'est plus. Alors qu'il était très bon, notamment à sa période de début Villarreal, où c'était un des centraux les plus cotés en Europe, et puis il jouait tellement peu en fait. Sa dernière saison où il a beaucoup joué, c'est 2011-2012, 2013-2014, 32 matchs de championnat. Et sinon, depuis, il a jamais dépassé 30 matchs en championnat. Il a fait une saison à Milan où il a un peu plus joué, mais c'était pas un grand Milan. Et là, il ne jouait plus à Milan. Et on parle de quelqu'un qui était sur le banc de Milan et que tu prends à la Lazio pour être titulaire face au meilleur club du monde, ou pas loin, en 8e de finale de Ligue des Champions. Donc il y a un petit risque quand même si ça peut parfois fonctionner, parce que Simon Kjær est devenu un taulier à Milan alors qu'il jouait pas à l'Atalanta. Mais bon, dans ce sens-là, de passer d'une équipe... qui ne relance pas forcément sous pression, à une autre qui va encore plus faire ça pour casser le pressing adverse, effectivement, ça sentait un peu mauvais. Est-ce que c'est pas, Christophe, l'équipe, la Lazio, là, parmi les 8e de finalistes, chez laquelle il y a le plus grand écart entre le moins bon joueur et le meilleur joueur du 11 ? Eh bien, écoute, je pense que oui, et j'irai même plus loin, parce que à la limite, tu sais, si tu prends le meilleur et le pire, c'est un peu facile, parce que t'as souvent des équipes qui sont amenées à faire jouer un ou deux mecs où tu peux finalement te poser des questions. Alors, pour l'instant ça va, mais Rudiger, par exemple, à Chelsea, bon, je pense qu'à un moment on pourra s'inquiéter. Mais c'est si tu prends en fait les 3 meilleurs et les 3 pires, quoi. C'est-à-dire que si tu prends Luis Alberto, Milinkovic-Savic et Immobile, alors c'est pas non plus les 2-3 meilleurs joueurs du monde à leur poste, hein, mais pour moi c'est très très solide et tu peux aller sans problème quand ça tourne bien en quart voire en demi-Ligue des Champions. Par contre, sans même parler de Pepe Reina où je sais pas trop quoi penser, c'est-à-dire que normalement il est pas programmé du tout pour être là, ça devrait être Strakosha, mais Strakosha a eu un gros passage à vide. Mais c'est-à-dire que si tu prends, Musacchio, Patrick et lui, voire Maruzic, même si c'est pas le pire,
c'est compliqué. C'est-à-dire que bon, sur une défensive, à part Acerbi, qui là en plus met un CSC, les autres c'est très compliqué, mais c'était déjà très compliqué quand les résultats étaient bons, quoi. C'est juste que là tu passes au révélateur finalement. Et c'est un truc qui est assez, on se posait la question, je sais plus si c'était cet après-midi ou hier avec Florent. En gros, combien de joueurs tu devrais mettre de top niveau, par exemple du Bayern, pour que la Lazio puisse gagner ce match? Parce que moi, je reste convaincu qu'elle avait le bon plan de jeu, et que bon, c'est toujours pareil. En fait, son salut veut passer forcément par le fait de faire ses relances sous pression pour aspirer le Bayern et créer de l'espace pour jouer en profondeur, ce qui est en plus un plan payant quand t'as des joueurs comme Immobilier, Correa et Lazzari, qui en plus a fumé 2 fois Davis en vitesse, ce qui n'arrive à peu près jamais. Et la première fois, c'était vraiment très violent, il lui a vraiment mis 5 mètres au départ arrêté. Mais voilà, ils ont fait ce qu'il fallait, c'est juste que les joueurs n'étaient pas prêts pour faire ça, mais en faisant autrement, je pense que le résultat aurait été le même. Maintenant, c'est vrai que je me dis, tu remplaces, bon là on va dire Musakio Patrick, sachant que Musakio sort pour Lulic qui est pas incroyable, et Patrick est remplacé par Hout, qui est pas incroyable non plus, à la fois objectivement et même sur son entrée en jeu, c'est-à-dire qu'eux aussi on fait des passes en touche, etc. Franchement, tu remplaces 2 défenseurs par genre Boateng Alaba, qui sont en plus peut-être pas les meilleurs défenseurs centraux du monde, mais voilà. Et peut-être que tu remplaces, Lucas Leiva par Kimmich pour vraiment être sûr de pouvoir ressortir les ballons sous pression via ton 6 et pas que via les centraux. Je pense très bien qu'il y a un univers où tu peux gagner ce match-là et pourquoi pas largement. Maintenant, ça fait quand même beaucoup de variables. Mais c'est vrai que c'est embêtant d'avoir les joueurs de profondeur qui peuvent exploiter les lancements de jeu, mais les joueurs qui doivent te lancer avoir du mal parce que tes meilleurs techniciens ils sont un cran plus haut, c'est Luis Alberto, Milinkovic-Savic, mais tu dois déjà arriver dans l'entrejeu. Or là, le Bayern te pressait entre ta première et ta deuxième ligne, donc t'avais du mal à les toucher. Joaquin Correa qui est le meilleur joueur en termes de impression visuelle et stats catastrophiques. C'est-à-dire que tous les ans, t'as l'impression qu'il est trop fort. Et sa meilleure saison en carrière, c'est 9 buts de passe D en 30 matchs lors de la saison dernière. Je ne comprends pas bien ce joueur. 30 matchs dont 8 entrées en jeu. Mais genre, à chaque fois que je le vois jouer, je le trouve trop fort. Et puis, il a les stats de Kevin Monet-Paquet, quoi. Il a 2 buts de passe D cette saison. Et donc, un but, là, marqué sur ce match. Donc, c'est-à-dire qu'il a même un petit peu augmenté. Oui. Et autre jeu, devinez la taille de Joaquin Correa. Je sais pas, 71, j'en sais rien du tout. Non, il est plus grand, je dirais 1m84. Ok, c'est pas la première fois que je vois cette taille et que j'hallucine. Selon Google et selon WhoScored, il fait 1m88, 1m89. Oui, bon, en fait, c'est vrai que 71, ça n'a aucun sens, mais je le voyais... tu confonds avec Angel, du coup. Ouais, non, mais en plus, j'étais en train de penser à autre chose, en fait, donc... J'étais en train de penser à un mec qui faisait 1m71, qui s'appelle Gilbert, qui bosse avec moi au café. Non, mais j'étais en train de repenser, parce que j'ai vu une infographie sur les plus petits joueurs de première ligue, et que les plus petits, c'était Podence à 1,64, Bernard à 1,63, et que Lamptey était à 1,62. Je me demande pas pourquoi je pensais à ça, mais du coup, j'ai fait un mix entre toutes ces informations. Non, mais je pense vraiment qu'il y a une confusion d'internet sur sa taille, je n'arrive pas à croire qu'il fait 1m89. Ça voudrait dire qu'il fait la même taille quasiment que Lukaku. Alors il y a le truc des épaules qui joue beaucoup et qui peut faire croire qu'il est plus petit ou plus grand qu'il ne l'est vraiment. Mais pour moi il est grand, hein. Il est grand, Correa. Mais j'aurais pas pensé aussi grand. J'aurais pas pensé aussi grand. Tu vois, j'ai l'impression qu'il y a un peu un trucage comme les joueurs de basket qui disent qu'ils font 7 feet alors qu'ils font 6,9 ou un truc comme ça. Sachant que le plus grand trucage pour ça, mais qui n'en est pas un, c'est David Goffin où tout le monde est persuadé qu'il est petit alors qu'il fait 1m80. Mais juste parce qu'il a une tête de Tintin enfant et parce qu'il est très peu large d'épaule. On a quand même arrivé à placer David Goffin dans le vue du banc. Et ouais. Qui a explosé au TC Lille. Donc c'est pour ça que j'en parle, parce que je le connais un petit peu. Ouais, c'est un peu ton Jules Koundé. Oui, peut-être pas à ce point-là, mais parce que moi je croyais pas en lui. Donc je le voyais jouer, mais je pensais pas qu'il passerait le cap. Très rapidement, un mot sur le Bayern. Qu'est-ce qu'il faut retenir, Florent, du Bayern en 1 minute avant qu'on passe au prochain match? Un Niklas Soulé fabuleux en latéral droit. Mais fabuleux au premier degré. Voilà, c'est pas ironique. Non. Quand tu rigoles, on dirait que c'est ironique. Non, oui, un très bon Soulé. C'est vrai qu'au départ, tu pouvais te poser des questions quand même sur le choix de l'aligner à ce poste-là, sachant qu'en plus, il avait souffert. Le week-end précédent, c'était face à Francfort, il me semble. Ouais. Où c'était pas simple. Francfort, la défaite devant. Et là, finalement, il a été intéressant parce que, en plus, il a quand même terminé le match avec 5 dribbles tentés et 4 dribbles réussis. Puisque, ce qui est assez logique, puisque le 5-3-2 de la Lazio laisse des espaces sur les côtés. Donc les latéraux étaient responsabilisés un petit peu pour porter le ballon, à les fixer. Et en fait, ça, il a très bien su le faire et c'était un des principaux créateurs
du Bayern sur ce match. Donc très bon match pour lui à un poste où on l'attendait pas forcément, voire même pas du tout. Et lui, son gabarit, il est facile à croire. Hein. Je crois que c'est 1m95, 98 kg, et tu dis oui, absolument. Tout à fait, c'est ça, c'est 1m95. À noter que Javi Martinez est entré, ce qui nous permet de nous rappeler qu'il est toujours au Bayern et toujours joueur de foot. Ce qui est pas forcément alors qu'il était censé partir à Bilbao, je crois, en fin de mercato, il avait plus ou moins fait son jubilé, puis en fait, non. Au final, le mec aura fait 10 ans au Bayern, dont 5 dont on aura 0 souvenir et 0 image. Et après, bon, les premières années étaient incroyables, mais ça fait longtemps qu'il est embêté par pas mal de problèmes de blessures. On passe à un autre match, c'est Atlético-Chelsea. Florent, que tu as vu, tu n'as pas vu, je ne sais plus, j'arrive plus à suivre où vous en êtes en termes de matchs vus et non Alors vus. que j'ai aperçu... T'as vu la deuxième? Oui, que j'ai aperçu, parce que à la mi-temps de la Lazio Bayern, je suis donc passé, puisqu'il y avait 3-0, je suis donc passé sur l'autre match, sur Atlético-Chelsea. J'ai vraiment essayé de m'y intéresser, et malheureusement c'était quand même très compliqué, parce que je suis arrivé sur le match, j'ai regardé 5 minutes, à peu près, et je me suis dit, ok, je pense que c'était comme ça pendant les 45 minutes précédentes, et je pense que ce sera comme ça pendant les 40 minutes qui resteront. Ce qui fait que j'ai regardé le match, mais j'étais loin d'être très attentif, parce que en gros, il y avait une possession pour Chelsea assez large, un Atlético qui attendait et qui essayait de sortir de temps en temps, et encore. Et puis du coup, une équipe de Chelsea pas forcément armée non plus pour mettre à mal ce 6-3-1 quasiment de l'Atlético en phase défensive. Donc voilà, j'ai essayé de m'y intéresser, mais c'était très compliqué. Donc après ce premier constat, je vais laisser Christophe qui s'est quand même tapé le match après en revisionnage. Je vais le laisser en dire plus, mais bon, toujours cette frilosité de Simeone qui parfois passe, comme la saison dernière face à Liverpool. Là, cette fois, ça passera. Oui, enfin après, Marcos Llorente peut pas mettre des doublés incroyables. Oui, voilà, mais là, cette fois, c'est pas passé. Alors, tu me diras, il a quand même tenté des choses parce que tu te retrouves avec un Lemar en piston. Llorente, je crois, piston droit, il me semble, je sais même plus. Oui. Mais donc il y avait aussi pas mal d'absents et etc. Donc il a pas forcément pu faire tout ce qu'il voulait faire. Mais bon, c'est vrai que cette approche-là, très minimaliste, quand t'as deux équipes de qualité, je pense qu'on peut dire égales sur le plan des effectifs. Je suis pas sûr que ce soit celle qui te permette de gagner souvent. Donc par rapport à quelque chose de plus proactif, etc. Donc assez content du résultat final, même si bon au retour, si ça se trouve en jouant de la même manière, l'Atlético gagnera 1-0 ou alors Llorente refera 2 exploits et ils réussiront à inverser le truc. Mais c'est très difficile de dire beaucoup de choses sur ce match-là, avec qui termine quand même avec seulement 17 tirs, donc ça reste très peu intéressant à mon sens. T'as quand même réussi à faire un tunnel de 3 minutes en disant qu'il n'y avait pas grand chose à dire. Donc c'était aussi mon objectif. À Christophe et à toi, avant d'enchaîner et de laisser la parole à Christophe, Chelsea va se qualifier, Florent, parce que ce sera Chelsea contre PSG. Oui, c'est vrai, pardon. Quart de finale, pour le scénario idéal pour parler de Tuchel, de Pochettino et que ce soit vraiment bien sanglant. Victoire 1-0 de Chelsea, je le rappelle, avec un but d'Olivier Giroud que vous avez sans doute très beau vu, but d'ailleurs par contre. Je pense que ce but va devenir le Yacine Bamou des buts. Tout le monde va dire, ah oui, tu sais, Olivier Giroud, c'est celui qui a marqué une bicyclette contre l'Atlético. Christophe, toi qui as vu l'entièreté, malheureusement, de cette rencontre. J'ai vu tous les matchs en entier, juste pour vous. Qui s'est terminé à 17 tirs au total, alors que Lille a tiré 18 fois contre l'Ajax, par exemple. Qu'est-ce que tu gardes de cette rencontre ? T'as pas beaucoup de temps parce que t'as 5 minutes. C'est con, je voulais parler du fait que les Young Boys viennent de mettre un but catastrophique au Bayer Leverkusen et que le Slavia vient de marquer. De quelle ville, Christophe ? Les Young Boys de quelle ville ? De Berne. C'est un tacle privé, vas-y. Et oui, donc c'est vrai que pour une fois on enregistre à 21h et quelques, enfin là il est 22 et pas à minuit, donc du coup on peut avoir le suivi des résultats en direct, et là le but du Slavia me fait très plaisir. Ce qu'on peut dire sur ce match, c'est qu'en fait, si tu parles du match pur, il y a entre guillemets rien à dire, c'est-à-dire que l'Atlético a joué en 6-3-1, c'est-à-dire que là sur la compo de départ, tu fais descendre Lemar et Llorente qui sont des pistons concrètement, c'était des latéraux quoi. Donc tu mets ça plus tes trois défenseurs. T'as Saúl Koké et notre ami Joao Félix
Ah, je ne sais même plus. Non, attends, je m'y perds. Attends, je vais te donner la compo, Christophe, ça va te... Non, mais je l'ai sous les yeux, mais en fait, je suis en train de les... réfléchir à qui était le 6e. Parce que là, du coup, j'ai... Bah oui, parce que là, je cherche aussi à comprendre qui pouvait être ce 6e joueur dans la ligne de 6. Et je sais plus, c'était peut-être Koké. Je crois que c'était Koké et que t'avais le milieu à 3, Saúl, Correa, Félix. Enfin, je l'ai fait un peu à l'envers, mais voilà. Et Suarez devant. Je crois que c'était ça. Et Koké qui devait redescendre entre les centraux. Je sais même plus, je t'avoue. Alors pourtant, j'ai vu le match il y a pas si longtemps, mais donne les compos, tiens, comme ça, ce sera fait. Vas-y, comme ça tu pourras te reconcentrer. Oblak dans les buts, Hermoso, Felipe Savic, Lemar, Niguez, Koké, Llorente. Donc là il y a eu une ligne de 3, une ligne de 4. Joao Félix et Correa derrière Luis Suarez. Je ne tente pas la Joao à la portugaise, même si on nous la réclame parce que c'est ridicule quand on sait pas le faire. De l'autre côté, Edouard Mendy dans les buts. Une défense à 3 qui n'annonce pas la Ligue des Champions, dit comme ça, mais qui finalement a fait une clean sheet. Rudiger, Christensen, Azpilicueta. Une ligne de 4 avec, j'allais dire Xabi, pas du tout. Marcos Alonso, Kovacic, Jorginho et Hudson-Odoi. Mason Mount, Werner et Giroud dans une attaque à 3 que je laisserai Christophe décrire sur cette animation. Voilà, maintenant qu'on a donné les compos, Christophe, je te laisse rebondir sur ce que j'ai dit. Oui, voilà. Non, mais de toute façon, ce que je disais sur le 6-3-1, limite, c'est pas, comment dire, à partir du moment où les gens ont en tête l'idée que l'Atlético voulait absolument verrouiller tous les couloirs de jeu, bah, globalement, t'as ça, et tu imagines bien que s'il y a cette compo pendant la plupart du match, parce que Chelsea avait le ballon, c'est que c'était défensif. De l'autre côté, et c'est là où c'est intéressant, c'est-à-dire que, enfin, intéressant. C'est là où l'approche de l'Atlético, à la fois elle se justifie pas tellement, dans le sens où Chelsea marque très peu depuis l'arrivée de Tourelle. De tête, c'est 8 buts en 6 matchs de Première Ligue. Alors t'as surtout affronté des blocs bas, c'est-à-dire pas au Southampton sur le match du week-end, sinon c'était du Newcastle, du Burnley, du Wolverhampton, etc. Des équipes qui n'ont pas envie de trop attaquer, donc du coup l'Atlético s'inscrit dans cette filiation-là. Mais en fait j'ai une vraie interrogation, qui est du coup pas levée, de savoir est-ce que Chelsea manque de créativité parce que c'était des blocs bas en face, ou est-ce que Chelsea manque de créativité tout court et que finalement le bloc bas très resserré, etc., n'était pas forcément nécessaire et que du coup, au lieu de défendre à 4 ou 5, tu pouvais un peu plus t'exposer, quoi. Est-ce que la créativité de Chelsea n'était pas sur le banc? Et est-ce qu'elle n'est pas sur le banc depuis que Tourelle est arrivé? Ouais, je sais que tu fais référence à Ziyech qui rentre en fin de match, c'est vrai que... Et à Pulisic aussi, hein, qui dans le dribble est, je pense, de loin le meilleur joueur de Chelsea, un des meilleurs joueurs dans la provocation, dribble à l'arrêt, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde meilleur Après, que lui. je t'avoue que t'es beaucoup plus fan de Pulisic que moi, pas que je le trouve mauvais, hein, mais je suis plus en déception de voir Havertz sur le banc, par exemple, que Pulisic. Et j'oubliais Havertz. Ouais. Mais non, mais après, c'est le problème du truc, hein, c'est que tu regardes les mecs sur le banc, on va dire que dans la hiérarchie à leur poste, ils sont beaucoup plus hauts que les défenseurs centraux titulaires. Mais ça, c'est que ton effectif est un petit peu mal pensé. Mais c'est autre chose. Mais c'est vrai que, ça pour dire que Chelsea fait beaucoup tourner la balle, fait tous ses matchs à 65-70% de possession, et crée peu de décalage. Et en fait, je me dis, est-ce qu'il y avait besoin d'être aussi défensif pour avoir un Chelsea qui tourne en rond? Est-ce que si tu joues, alors peut-être pas de manière offensive, mais que t'es un peu plus équilibré, en bloc médian, etc., est-ce que tu ne poses pas les mêmes problèmes d'un Chelsea qui tournerait en rond et du coup tu te serais créé de plus d'occasions. Donc ça c'est le premier point. Et le deuxième, très rapidement parce que le temps tourne, c'est que l'Atlético a quand même essayé de presser et se prend un but sur un pressing raté, qui en suivait 2 minutes plus tôt, qui était aussi à moitié raté. Donc c'est ça qui est rigolo, c'est-à-dire que d'un côté tu peux te dire l'Atlético qui avait tendance à beaucoup plus jouer ces dernières semaines, qui a encore fait une vingtaine de tirs face à Levante sur des matchs de championnat, cette équipe-là est retournée à ses bonnes vieilles habitudes alors qu'il n'y avait pas forcément besoin pour mettre cette équipe de Chelsea en échec. Et d'un autre côté, t'as quand même essayé de temps en temps de ressortir, et au final, c'est sur une sortie que tu te fais avoir. Donc du coup, il y a les deux côtés. C'est-à-dire, tu peux dire, s'ils étaient sortis un petit peu plus, peut-être qu'ils auraient concédé autant, mais qu'ils se seraient créé plus de situations. Mais tu peux aussi dire, s'ils sortent pas sur ce pressing-là et qu'ils font juste leur bloc bas jusqu'au bout, il y a 0-0 et la mission est accomplie. Ton bas était tellement puissant qu'en fait, pourtant je suis allongé, mais j'ai pas su réagir. J'étais vraiment, j'étais marqué par ça. C'est un peu l'appel contre appel du podcast, hein, le bas. Bon, merci. Florent, je te laisse une dernière chance pour dire quelque chose sur ce Non. match. Mais sinon, on passe à Atalanta Real Madrid. On passe à Atalanta Real Madrid. Très bien, on passe à Atalanta Real Madrid, match qui a été marqué par le carton rouge très rapide du côté italien, carton rouge de l'ami Freuler, Oui. qui a fauté sur Ferland Mendy
qui a été un homme décisif sur cette rencontre, dans un rôle un peu particulier. Qu'on va peut-être commencer par parler de ça, Florent, parce que c'est peut-être la chose la plus intéressante dans l'animation offensive du Real Madrid. C'est pas la première fois que Ferland joue comme ça, intérieur, et il lui arrive souvent de venir à l'intérieur du jeu dans le Real de Zidane. Là, ça a été peut-être la différence, et ce qui a le plus embêté finalement, le marquage individuel de l'Atalanta, dont on avait un peu parlé dans l'épisode Lille-Ajax la première fois, parce que ça ressemblait un peu, et on l'avait aussi évoqué sur Copa Arena. Mais voilà, quand t'as un joueur comme ça qui change de zone tout le temps et qui déclenche des courses de n'importe où, n'importe comment, finalement, contre un marquage individuel, c'est problématique. Ouais, il y a deux choses à ce niveau-là. C'était d'abord le choix de Zidane d'aligner Isco devant. Je pense que Zidane s'est assez largement inspiré de ce qu'avait fait le PSG avec Neymar en faux numéro 9 et deux excentrés pour fixer les deux stoppers, on va dire, de l'Atalanta qui étaient Toloi et Jim City. L'idée étant que les deux fixent ces mecs-là et que le joueur libre décroche et embarque certes Romero, mais d'habitude Romero n'est pas le joueur qui sort. Romero c'est le joueur qui reste en couverture. Donc ça inverse un peu les rôles et ça perturbe un petit peu ce qui est prévu dans le plan de l'Atalanta. Mais ensuite c'est vrai que forcément si Isco décroche et ouvre des espaces, il faut des joueurs pour les attaquer. Et c'est là qu'un joueur comme Mendy, qui est capable à la fois de couvrir pas mal de kilomètres et de jouer autant extérieur qu'intérieur et de surprendre l'adversaire par ses courses, a été très problématique. D'ailleurs, il est directement impliqué sur le carton rouge de Freuler en grande partie, en plus de marquer le seul but du match en deuxième mi-temps. Donc c'est vraiment une prestation complète de sa part. Du pied droit, en plus. Ce qui est souvent ce qui lui permet de jouer intérieur aussi. Donc c'est vraiment une bonne pub pour l'ambidextrité. Et puis en plus t'as aussi ce côté quand lui va à l'intérieur, ça colle aussi au profil de Vinicius qui est quand même toujours plus pertinent quand il est à l'extérieur, parce qu'à l'intérieur tout ce qui est orientation et jeu entre les lignes, c'est toujours pas ça pour lui. Et c'était aussi déjà pertinent, même si il est bien meilleur que Vinicius quand il va à l'intérieur, mais c'était aussi pertinent à l'époque quand Hazard pouvait jouer avec ce Real-là, puisque Hazard aime bien rester quand même côté pour repiquer, et dans ce cas-là, le latéral est plus pertinent quand justement il va rentrer et se proposer à l'intérieur. Donc oui, forcément la polyvalence et l'ambidextrie de Mendy ont été pour beaucoup dans les bonnes phases du Real, qui du coup a largement dominé ce match. Après l'expulsion, l'Atalanta pouvait plus maintenir son bloc haut, ils ont maintenu leur individuel, mais sur une zone de 40 mètres devant leur but à peu près. D'ailleurs, ça, pour ceux qui ont suivi la saga 90 consacrée au FC Nantes, ça pouvait pas mal ressembler au FC Nantes dans l'approche, à la fois dans l'approche, mais aussi sur certaines sorties de balles qui étaient plutôt bien amenées. Le problème, c'est que pour les amener jusqu'au rang central dans le camp du Real, c'était bien. Néanmoins, pour les amener jusqu'à la surface, il leur manquait un peu de vitesse, il leur manquait de pas mal de choses, je pense. D'ailleurs, voilà, il termine juste la rencontre avec 2 tirs. Donc oui, une victoire difficile, mais logique, évidemment, du Real, parce que ils ont quelques situations quand même avant où ils ont la possibilité de marquer. Il y a notamment Vinicius qui rate une frappe en début de deuxième mi-temps, alors qu'il est quand même très bien placé, quasiment au 6 mètres. Donc victoire logique. Néanmoins, dans une semaine, un Atalanta qui revient à 11 sur la pelouse d'un Real pas forcément remis, je me dis que l'Atalanta peut faire, je crois que c'est l'Ajax qui avait perdu à domicile et qui s'était qualifié au Bernabéu il y a 2 ou 3 saisons, il me semble. Donc alors peut-être pas finir à 4-1, mais si l'Atalanta ne serait-ce que réussit à marquer un but au retour et ouvrir le score, là de suite tu leur mets directement, tu les mets rapidement sous pression et il peut y avoir match, parce que c'est vrai, ce qu'on voit sur les 18 premières minutes, c'est ce qu'on attendait un peu, c'est-à-dire un Atalanta qui va presser, qui va chercher et qui va jouer son jeu, mais qui n'était pas forcément très présent dans les 30 derniers mètres du Real. 0 tir jusqu'au mais 0 tir dans l'ensemble. Oui, c'est un peu, les deux équipes se neutralisaient. De l'autre côté, t'avais Real qui essayait de sortir de la pression, mais qui n'arrivait pas non plus à exploiter ça jusque dans les 30 derniers mètres. Donc c'était quand même un rapport de force intéressant dans le début de match. Et je pense que ça sera
un des matchs au retour où il y aura toujours un rapport de force intéressant. Donc, ça sera un des matchs à regarder dans 2 semaines, du coup, maintenant. Reparlons un peu de Ferland Mendy avec toi, Christophe, parce bon que tu regardes souvent. D'accord. Oui, parce que tu regardes souvent les matchs du Real Madrid. Alors, moi, je suis extrêmement fan du joueur, mais je le regarde pas toutes les semaines. Donc, si je le vois bon là, je me dis, ah bah, ouais, c'est Ferland Mendy, c'est normal. Il n'était pas forcément aussi bon à chaque fois sur les périodes récentes. C'est une chose que tu nous as dit sur Facebook quand on a préparé un peu l'émission. Est-ce que ça fait partie des choses qui te font croire à un renversement pour l'Atalanta? Le fait que là, certains joueurs du Real ont sorti des gros matchs, mais que c'est pas forcément quelque chose de très régulier ce qui, dans leur saison, même s'il y a toujours cette variable Ligue des Champions qui a l'air d'éveiller Zidane et son Mais en groupe. fait, Mendy, ça fait partie des joueurs que je trouve souvent trop neutres, en fait, qui peut traverser certaines rencontres, et là, notamment sur l'automne, une partie de l'hiver, où en fait, je trouve le profil tellement bon que dès qu'il apporte pas grand-chose, finalement, je suis quand même assez déçu, alors que j'ai moins d'espoir avec certains autres. Alors, il marque toujours ses buts et il arrive toujours à échapper aux expulsions, mais voilà, Casemiro aussi, je le vois pas bon. Ou en tout cas, très neutre, ça me choque beaucoup moins, parce qu'on n'attend pas forcément cet apport dans le jeu que Mendy a. Casemiro qui a pris un carton jaune injuste, Christophe. Oui, Hein. oui, le Real a protesté. Après, le jaune peut être un petit peu sévère, mais bon, il a pas pris le deuxième alors que ça s'y est fait une simulation. Donc, c'est la jurisprudence Casemiro, comme il y a eu la jurisprudence Van Bommel et d'autres un petit peu plus tôt. Mais oui, non, en fait, c'est pas, disons, je pense qu'avec ce scénario-là, même un Mendy plus neutre serait pas forcément pénalisant. En fait, là où j'ai plus d'inquiétude pour le Real, c'est sur les 3 autres postes défensifs. C'est-à-dire que effectivement, Mendy peut apporter des choses à la création, mais encore une fois, si Modric et Kroos sont très bons, alors c'est mieux si t'as un Mendy qui est au diapason, hein, mais c'est pas ultra gênant, on va dire, parce que je pense pas qu'il ferait de grosses erreurs. À l'inverse, Lucas Vazquez, qui n'est pas forcément indigne en latéral, mais dont c'est pas le poste, Varane qui fait quand même une saison très très contrastée, et Nacho qui joue très peu souvent. Alors il est moins mauvais qu'Eder Militao, hein, mais je pense que moi-même je ne suis pas bien loin du niveau d'Eder Militao, donc c'est difficile d'être totalement définitif. Âge de Nacho, Christophe? 28, 31. c'est incroyable. Ce joueur est hors du temps. J'ai l'impression que ce joueur c'est une espèce de, je sais pas, de bouche-trou infini qui a fait tous les postes, qui parfois, comme encore sur ce match-là, il en a fait une ou deux l'année dernière, fait des percées de 60 mètres balle au pied, où il casse toutes les lignes. Enfin, c'est très étrange. Mais ouais, non, ça pour dire que je pense que Mendy peut te rendre ton jeu plus neutre, les 3 autres peuvent te coûter un but. Et je suis très loin, alors je vais pas dire que l'Atalanta va se qualifier, hein, mais honnêtement, je pense que, vu le début de match, etc., ça dépendra des retours de blessure du Real, mais ça peut être un match assez funky, parce que même s'il y a 2-0 Real, l'Atalanta jouera et sera en mesure potentiellement de gagner 3-2. Donc je la vois pas favorite, loin de là, mais ça fait partie des scores où, vu les qualités de cette équipe, ça peut encore jouer, mais on a vu malgré tout que à la fois ton marquage individuel peut exploser face au talent adverse, parce que t'as des milieux qui sortent de la pression, et aussi plus globalement c'est quand même plus difficile, même sur le quart d'heure à 11, c'est plus difficile de ressortir et d'avoir un bloc médian agressif pour sortir sur un milieu pareil. Donc du coup tes temps faibles sont quand même beaucoup plus longs que ceux que tu peux avoir en championnat, où généralement tu récupères assez vite le ballon. J'ai cru que temps-phobe, c'était un nouveau vocabulaire que j'avais pas. Ouais, comme Franz-Olivier Gisbert, l'instant fog. Franz-Olivier Gisbert, qui a ses problèmes, mais qui rit toujours aux blagues de Bénichou. Et du coup, je sais pas, parfois ça me le rend sympathique, alors que il a d'autres choses beaucoup moins... N'empêche, heureusement que le Real ne joue pas le retour à Milan, parce que sinon l'Atalanta irait à Milan sans Remo. Parce que Remo est suspendu. Voilà. Repassons au Tu l'as football, écrite celle-là, non Absolument pas. Ça m'est venu pendant votre intervention, pendant ton tunnel de tout à l'heure. Parce que là, on a parlé de Fogg et on a fait une blague, donc c'est déjà trop. Florent, on va parler quand même des 30 minutes passées par Josip Ilicic sur la pelouse. Alors, Gasperini s'est embrouillé avec Papou Gomez et il est parti dans les semaines qui suivent. On avait loué la force de l'institution. Là, en gros, il a mis Ilicic, il était pas content, il l'a ressorti en lui disant, je sais pas, qu'est-ce qu'il lui a dit c'est un truc, si tu veux pas courir ou quelque chose comme ça, je crois, quelque chose dans ces eaux-là, il me semble. Arrête de râler et cours ou quelque chose comme ça, je crois. J'ai l'impression qu'il y avait un truc, genre arrête de râler et trouve quelque chose à faire. Oui, c'est dans ces eaux-là, ouais.
un bout de phrase comme ça, ce que je trouve génial parce que c'est vraiment, mais t'es sur un terrain de foot, fais du football, le truc de base qui est pas vraiment très poussé en tant que coach, mais qui vraiment est le résultat de Mais c'est vrai que Kilicic fait quand même une très mauvaise rentrée et jamais vraiment rentré dans le match de toute façon. Après, le problème c'est qu'il sort sur le corner du but. Alors je pense pas que ce soit lié, mais c'est vrai que le timing est pas génial. C'est-à-dire que tu le sors et 3 secondes après tu prends un but. Mais de toute façon c'est pas un match pour Ilicic. Alors après, il est un grand joueur. Il n'y a pas de match pour lui et de match pas pour lui. Mais c'est quand même quelqu'un qui, quand t'as la balle, va aller dans le camp adverse, faire des dribbles, tricoter, avoir des inspirations, etc. Pour sortir de la pression, parfois il peut avoir tendance à peut-être trop privilégier le beau geste à l'efficacité et avoir du mal à trouver des relais, etc. Donc je préfère plus sortir de la pression, mais sur des circuits de relance construits, machin, plutôt que sortir de la pression juste dans une physionomie où t'es à 9 derrière, quoi. En gros, il lui a dit fais quelque chose au lieu de lever les bras. C'est ce qu'il lui aurait crié sur le banc. Gasperini qui avec l'âge ne se calme pas, hein. C'est toujours aussi non mais toujours aussi événement. Déjà sur le carton rouge de Freuler, il était il aurait fallu un petit micro à côté de lui, je pense. Il était très énervé en conférence de presse après, mais ma question c'est est-ce que l'Atalanta va pouvoir compter sur des talents offensifs au retour, parce que alors j'entends bien l'argument que ça peut revenir, mais à un moment il va falloir que des mecs marquent des buts. Alors Papou, depuis qu'il est parti, ça enlève quand même une certaine part à l'Atalanta. Là, t'as Ilicic qui s'est fait embrouiller par Gasperini après 30 minutes. Alors, il y a quand même 3 semaines d'ici le match retour, donc ça peut donner du temps. Il y a Zapata qui est sorti sur blessure aussi. Ouais, Pessina est encore un peu frais. Le Malinois n'est plus le Malinois de la saison dernière. Il va falloir un moment que les arguments offensifs viennent de quelque part. C'est vrai. Mais il y a Miranchuk aussi, Christophe, je crois, qui fait quelques apparitions maintenant. Mais non, c'est vrai que l'Atalanta, en termes de force de frappe, est un petit peu au ralenti par rapport aux saisons précédentes. Ouais. Ils sont en transition, j'ai l'impression, entre le duo Ilicic-Gomez et les mecs qui vont les remplacer. Et là, j'ai l'impression que ça arrive au mauvais moment quand même, en termes de Ligue des Champions. Parce que t'en as un qui s'est barré, et que l'autre est un peu au bout du chemin. Déjà l'an dernier, il avait disparu de la saison à un moment. Je sais pas, c'est dommage parce que l'Atalanta, je pense qu'ils avaient réussi à bien relayer ces deux-là, ils auraient pu refaire une saison aussi belle que la saison dernière. Après, dans les stats, j'entends ce que tu dis, hein, mais dans les stats, ça marque, je sais plus le pourcentage, mais je crois qu'ils sont pas loin de 50% de matchs avec plus de 3 buts. Ils en ont passé, là ils sont en finale de Coupe d'Italie, ils en ont mis 3 à Naples en coupe, là sur 2 des 3 derniers matchs de championnat, ils ont mis 3 et 4 buts. Ils sont quand même encore capables de marquer. Le souci, en fait, c'est que je trouve que tu dépends beaucoup de tirs à 20 mètres, de choses comme ça, et que l'une de tes recrues offensives, parce que les 2 attaquants référencés, c'est Muriel et Zapata, qui là été associé, mais généralement Zapata est titulaire et Muriel rentre marquer des buts. Et le 3e, c'est Lamers, qui a marqué un super but en début de saison et qui depuis est quasiment disparu. Et là-dessus, ça fait partie de ces recrutements que t'as pas réussi. Il y avait Morica, le piston, qui a été, je sais plus s'il a acheté ou prêté, mais toujours est-il qu'il est resté quelques mois, il est reparti au mercato hivernal. Et globalement, t'as pas fait que des bons choix, là, Maleux, je sais pas comment on prononce, le Danois qui remplace Attebourg dans le 11. On va voir ce que ça donne, mais globalement, tu dépends presque plus du maintien à niveau des stars de la saison dernière et de certaines progressions internes type Pessina, mais les gens que t'es allé chercher à l'extérieur, pour l'instant, ça paye moins. On verra sur le long terme, hein, mais que des choix là, Attebourg, Castagne, même Muriel quand elle le chercher. Atalanta qui est en termes de XG la 3e meilleure attaque de Serie A avec 48,7 XG en 23 matchs. L'an dernier, ils avaient fini avec 86 en 38 et ils avaient surperformé parce qu'ils avaient fini avec 98 buts marqués. Très loin devant l'Inter qui était à 81 buts. Donc ça a un tout petit peu baissé. Passons à Gladbach, Manchester City, avec une première question, messieurs. Que pensez du manteau de Pep Guardiola? Parce que c'était vraiment pour moi la chose marquante de cette rencontre. Un manteau qui est un espèce de manteau de costume assez classe, pour aller faire des rendez-vous professionnels, signer des contrats. Sauf que derrière, il y a un énorme logo de Manchester City, en espèce de transparence noire obsidienne. Je sais pas, j'avais l'impression de voir Tom Haverford de Parks and Recreation qui avait filé un manteau de Rent Swag à Pep Guardiola. Là, Florent, on l'a évoqué, il y a un problème. Est-ce que c'est stop ou encore ce manteau d'époque?
Non, bon, écoute, il reste corpo, mais c'est vrai, c'est plus Entertainment 720 que Rent a Swag pour le coup. C'est vrai. Je les aurais bien vus avec ce manteau-là, avec la marque derrière. Non, oui, bah c'est, disons, c'est osé, c'est audacieux, et ça lui a porté chance, donc il va peut-être le garder, qui sait. Je vais demander au roi de la mode Christophe qui un jour s'est présenté à un festival de musique à Paris avec un t-shirt sur lequel étaient dessinés des flingues de manière très réaliste et qui du coup a fait s'interroger le vigile qui comprenait pas pourquoi il y avait qui a vérifié si c'était des vrais ou des faux, qui t'a à la fin lancé un regard un peu admiratif quand même Christophe. Ah ouais, bah ça impose le respect. C'est que voilà, si tu devais porter comme ça un manteau avec le logo de Coparena dans le dos ou du banc, tu oserais ou pas? Bah en fait, ce qui m'embête, c'est qu'il n'y a pas de... Alors j'entends le genre classe avec une touche de folie ou je sais pas quoi, là, comme les thèmes de soirée, mais pour moi, il faut être uni malgré tout quand tu fais de tels choix. C'est-à-dire que soit tu prends cette veste que je trouvais pas mal, mais donc du coup, il n'y a pas le logo, soit tu mets un survêt ou un truc qui n'est pas beau, parce que là, en fait, on dirait vraiment qu'on a collé une forme de sticker ou autre, ou que c'est un truc wannabe Batman, mais Batman version Manchester City. Enfin voilà, c'est très... Moi, ça m'embête parce que finalement, voilà, c'est les trucs chic avec une touche choc, je crois qu'ils appellent ça les trucs comme ça. Là, la touche, la touche choc me va pas du tout, quoi. J'aurais préféré rester chic, quitte à ensuite la semaine suivante. Je crois que c'était en championnat ce week-end où il était en hoodie, très à la cool contre Arsenal. À la limite, fait ça, quoi. Mais c'était le hoodie avec marqué Open Arms, c'est ça? Je sais plus, hein, je t'avoue que je ne suis pas styliste non plus. Si c'est Non mais c'est pas si c'était ça, c'était pour une association? une association caritative qui s'occupe d'aider les naufragés, les migrants naufragés. D'accord. Et c'est le hoodie, enfin, ils font que des hoodies ou alors juste il a pris la version hoodie mais ils ont aussi des manteaux, des vestes. Je ne sais pas. Mais c'est vrai que Pep a l'habitude de s'habiller plutôt de manière assez classieuse. Donc là, cet enchaînement était assez surprenant, surtout ce manteau. Ça n'a pas empêché Florent City de l'emporter. Alors je vais lancer Christophe d'abord, parce que Christophe est notre homme à tout faire, notre Et parce que j'ai pas vu le match. Tous les matchs. Donc, oui, donc c'est mieux. Donc je vais lancer plutôt Christophe pour nous parler rapidement du coup de ce Gladbach City, parce qu'on a parlé du manteau déjà pendant 2 minutes. Marco Rose a officialisé le fait qu'il irait à Dortmund en fin de saison. Pep est on fire en Première Ligue. Est-ce que la domination s'est confirmée en Ligue des Champions sur ce match remporté 2-0 par Manchester City? Alors déjà, petite parenthèse, pour te dire que le penalty de Forain, comme tu me l'aimes tant, à la Jorginho, à la Bruno Fernandes, vient d'être tenté et raté par Pellegrini, qu'il a en plus très mal fait. Donc tu seras très content. Avec la feinte horrible et inélégante. Oui, c'est ça, avec le saut. Mais lui, en plus, même son saut était pas bon, c'est-à-dire qu'on a quand même vu le départ du geste et puis ça passe à côté. Donc bon, voilà, ça fait partie des choses que j'ai en télé qui sont assez sympathiques. Là, il y a un Milan qui est à moitié miraculé contre l'Étoile Rouge. Il se passe beaucoup de choses. Alors sur le match de City, en fait, c'est un match assez caricatural. Alors ça fait partie des 2 points que je vais évoquer dans le banquet sur Coparena. Donc où il y aura une analyse beaucoup plus cadrée, parce que ça sera par écrit, je ne pourrai pas me perdre dans des digressions, parce que j'aurais pu réfléchir. L'autre match, c'est sur le match entre l'Atlético et Chelsea, l'autre papier, mais sur ce match-là, en fait, c'est caricatural, parce que il y a quasiment aucune transition, et qu'en fait, c'est City qui a la balle dans le camp adverse, qui fait tourner, qui crée des décalages, mais pas non plus des milliers, donc du coup c'est assez patient, parce que sinon dès que tu vois un décalage tu l'exploites. Là comme ils arrivent pas tout de suite, du coup la phase de possession dure. Dès que la balle est perdue, t'as un contre-pressing de barbare, donc du coup tu la récupères généralement assez facilement. Et les rares fois où on va dire que tu rates une passe, donc il y a une touche où il y a un 6 mètres ou autre, et du coup il n'y a pas de contre-pressing possible parce que la phase s'arrête, ou si vraiment t'as tenté une passe longue et que voilà tu peux pas aller la récupérer derrière. Gladbach avait la solution qui s'entend tout à fait, de pas la rendre, parce que sinon tu allais avoir un temps faible infini, puisque franchement impossible de récupérer le ballon, quoi. Et la solution de Gladbach, c'était de relancer proprement pour soit casser le pressing, soit faire reculer, pour au moins avoir le loisir de jouer. Sauf que les rares fois où tu pouvais à moitié casser le pressing, Gladbach n'allait pas essayer de marquer, mais avait ça continue à faire des passes neutres pour installer une phase de possession et j'imagine se reposer un petit peu. Mais du coup, ça faisait que en fait, t'avais franchement des séquences de 2 minutes de passe à 10 de City dans le camp adverse. Bon, passe ratée, Gladbach récupère, joue le 6 mètres court, et là, en gros, t'as 10 secondes décisives. Soit il y avait un raté, la balle était perdue et on repartait pour 2 minutes de phase de possession de City.
soit c'était réussi, et là on avait, 40-45 secondes de phase de possession de Gladbach, jusqu'à une erreur au moment où t'essayais de lancer le jeu, de faire un renversement, etc. Et donc, Gladbach a quand même eu l'occasion de jouer de temps en temps, c'est-à-dire quand la balle était récupérée, tu la rebalançais pas, il y avait une vraie prise de risque qui t'a au moins permis de temps en temps de sortir un peu de ton camp, mais déjà, quand il y avait des espaces, tu les as pas exploités, d'où le fait qu'il y ait le premier tir, je crois, à la 65e, sur une aile de pigeon de Pléa, donc le truc un peu improbable. Alors elle passe pas loin, mais c'est pour dire que voilà, pendant plus d'une heure, tu ne tires pas. 3 tirs au total pour Gladbach, ce qui est dans la lignée des performances de City récemment où les adversaires, je crois, n'ont pas cadré plus de 2 tirs dans le même match contre City cette saison en Ligue des Champions. C'est ça. Et le troisième tir, c'est à la 3 minutes d'arrêt de jeu, c'est à 2 minutes 56 d'arrêt de jeu, où City a la balle dans son camp, et je sais plus, je dirais Mahrez, mais je suis pas sûr. En tout cas, quelqu'un fait une passe en retrait totalement improbable dans les pieds d'Hannes Wolf, qui est un joueur de face à face et qui le perd. Mais c'est-à-dire que normalement, t'as 2 tirs, quoi. Le troisième sort de nulle part. Bon, après, t'aurais pu avoir un 1-2 sorti de nulle part, parce que vraiment, il n'y a pas de raison de faire cette passe-là. Mais non, c'est à la fois... déjà, c'est ce que j'écris dans mon article, hein, les gens le liront s'ils sont abonnés à Coparena, mais je pense que c'est pas forcément une super pub pour le football sur le côté en gros engager des nouveaux téléspectateurs, etc. Parce que moi je trouvais ça intéressant, mais c'est que de la tactique, etc., des plans de jeu, mais il y a aucun rythme, c'est très lent, ça se passe quasiment tout le temps dans le même camp. Tu dois avoir 2 transitions vraiment menées d'un camp à l'autre sur tout le match, et la première au bout de 32 minutes. Donc il y a quasiment aucune occasion, c'est très méthodique, c'est vraiment des jeux d'échecs, mais même moi j'avais du mal à me régaler, à vraiment apprécier les passes sous pression, les 6 mètres, jouer court avec 3 mecs dans la surface, etc. Donc je me dis, le gars qui veut juste regarder un match comme ça, se faire un petit peu plaisir, sur la plupart des matchs, honnêtement, on ne demande pas forcément des buts à but, mais c'est vrai que là-dessus c'était un petit peu difficile à suivre sur le côté vraiment purement plaisir visuel, un petit peu panache, etc. Mais c'est aussi dû au fait que City soit simplement beaucoup trop fort, en fait. C'est-à-dire que le seul moyen d'essayer d'exister contre cette équipe, c'est de conserver la balle, et t'as du mal à la conserver parce que le contre-pressing et le pressing de manière générale est ultra bon. Et comme en plus, techniquement, c'est tellement fort que tu peux pas récupérer la balle, en fait, cette équipe revient, alors avec moins de flamboyance offensive, etc. T'as pas les Xavi, tout ça, pour créer au cœur du jeu. T'as juste Cancelo qui joue relayeur, et qui cette fois-ci partait du couloir gauche, parce que c'était Walker à droite et lui était latéral de gauche, même si dans l'absolu il jouait surtout au milieu. Mais je veux dire dans l'absolu, on rejoint quand même certains matchs de Barcelone de l'époque, où tu te dis que si cette équipe veut avoir 85% de possession, elle les aura, et que 95% des équipes européennes ne pourront rien y faire. Donc on est encore sur l'idée du City favori, comme c'est le cas d'ailleurs depuis quelques années sur les modèles de stats avancés. Reste à voir comment ils vont se saborder. Même si peut-être que le plateau de cette saison, j'ai l'impression que ça fait 3-4 ans qu'on dit ça, de moins en moins fort, va ouvrir une fenêtre à City, qui est encore dans toutes les compétitions en plus, si je ne m'abuse. Ouais, il me semble, ouais. J'ai l'impression qu'ils gagnent la League Cup chaque année. Oui. Donc, ça. Mais après là, ils ont Ruben Dias. C'est pas la réponse à tous les problèmes, mais depuis qu'il est là, c'est quand même très stable. Elle était associée à Laporte et pas à Stones. C'est resté tout aussi stable, et t'as cette variable Joao Cancelo là qui fait une passe décisive pour la tête de Bernardo Silva et une avant-dernière passe décisive pour la tête à nouveau de Bernardo Silva, mais qui la met pour Jesus sur le deuxième. Mais disons, au moins tu sembles avoir trouvé une charnière vraiment fiable, en tout cas un taulier sur ta charnière, et surtout il y a aucun signe avant-coureur en ce moment de déluge de buts contre toi que tu peux avoir parfois sur les saisons précédentes contre Liverpool, contre Tottenham ou autre. Là, vraiment, la gestion temps fort, temps faible, elle est parfaite parce que t'as aucun temps faible, en fait. Donc, à voir si tu sauras les gérer quand tu en auras. Mais pour l'instant, il n'y a pas le truc de dire « Ah, tel match en octobre, ça s'est pas bien passé ». Depuis que Guardiola a changé son fusil d'épaule après la défaite contre Tottenham, t'es en gestion complète, quoi. Puis t'as l'avantage important que la kryptonite Klopp n'est pas très sérieuse cette saison, parce que après Van Dijk et Gomez qui sont blessés jusqu'à la fin de la saison, Henderson est parti pour être blessé encore sur une longue durée. Donc à un moment, l'empilement de blessures, je veux bien qu'il y ait des solutions de remplacement et que Klopp soit un bon coach, mais à un moment tu peux pas faire tu peux pas faire autrement qu'avec la qualité ou non qualité des joueurs que t'as. Et je vois pas comment tu peux à un moment surprendre des équipes avec une défense centrale. Kabak, je sais même pas qui ça va être. Fabinho qui va sans doute repasser derrière quand il va revenir. Tu penses quoi de Kabak, Raphaël ? Non, faux, no comment. La prochaine fois, je pense que quand on défend sur les talons à 20 ans, il faut arrêter. Il faut repartir en formation. Non, vraiment, j'avais pas vu de séquence d'un joueur professionnel comme ça depuis très longtemps.
Je précise parce que voilà, il faut que je passe ma colère. Maintenant, Christophe a mentionné. Mais les défenseurs centraux sur les longs ballons aériens sont censés reculer de 3/4 pour justement pouvoir couper la trajectoire, dégager le ballon de la tête en touche ou vers le côté ou passer devant l'attaquant. Et Kabak, c'est la première fois que je vois un joueur qui joue quand même en première ligue reculer sur les talons. C'est-à-dire qu'il a le ballon qui arrive, il recule de face. Donc forcément, il perd l'équilibre. Et bah, il a raté le ballon. Et ça a rien coûté sur cette fois-là. Mais ça m'a fait un peu penser à la situation contre Leicester où pareil, dès qu'il y a un ballon qui va un peu plus haut que sa tête, il est perdu quoi. Voilà, tu m'as saoulé Christophe, merci. Passons à autre chose et passons au pari avec notre partenaire PMU.fr. PMU vous présente la séquence prono. Les paris qui vont permettre de redonner vie à Florent qui a prévu des paris mais il ne les a pas donnés. Donc il va se débrouiller, il va nous annoncer les horaires des matchs, les cotes, les équipes, les idées et un seul pari par match, Florent. On ne fait pas la tenue. Oui, un seul pari par match, ça va être assez rapide et je vais commencer par le premier match. Je vais en Ligue 1 et je vais pas loin de chez moi vu que je vais sur le match qui se dispute, il me semble, samedi à 13h, nouvel horaire du coup avec les droits télé qui sont revenus sur Canal+. C'est samedi 13h, c'est Bordeaux-Metz. Donc Bordeaux qui reçoit le FC Metz, Bordeaux qui est au fond du trou en ce moment avec des cassures dans le groupe, etc. Il y a Koscielny qui fait des conférences de presse assez musclées vis-à-vis de ses partenaires. Ça promet évidemment une remobilisation générale, etc. Mais en face, il y a surtout une équipe de Metz qui fait sa saison, qui prend ses points, qui se retrouve 6e ou 7e, il me semble, là, aujourd'hui, à l'heure actuelle. 6e, juste derrière le RC Lens, en effet. Et devant l'Olympique de Marseille et son match en retard, en effet, contre le Stade Rennais. Du coup, je vais simplement jouer. Alors, la dernière fois, j'avais joué sur un match de Bordeaux, un but d'un Bordelais, un but de Wang. Il a eu une grosse occasion face à Nîmes, il l'a raté. Ce qui lui arrive, en effet, depuis le début de saison. Du coup, je vais partir sur un but, mais d'un joueur messin. Voilà. Et je vais partir sur l'attaquant du FC Metz, le joueur qui avait la cote la plus basse, en fait. Parce que je pense que Metz va marquer au moins une fois, vu l'état des Bordelais. Donc c'est le but de Lamine Gueye, face à Bordeaux. C'est coté à 4,20. Pas 80, hein, 4,20. Soyons précis. Voilà, tout simplement parce que c'est le buteur à titrer du FC Metz cette saison, ou en tout cas dernièrement. C'est un joueur en forme. C'est lui qui a la cote la plus basse côté messin, donc je pars sur lui, sachant que la cote la plus basse, voilà, elle est à 4,2, donc ça reste une cote plutôt intéressante, histoire d'essayer de se refaire parce que on est sur une série absolument catastrophique. Florent, ton deuxième pari. Eh bien, le deuxième pari, je vais en Espagne, puisqu'il y a quand même un petit choc ce week-end. Le Barça a passé une semaine assez tranquille, ils ont battu Elche, il y a eu un joli but amené par Frenkie de Jong et conclu par Lionel Messi notamment, sauf que ce week-end le Barça va quand même retrouver le FC Séville qu'ils avaient affronté en Coupe du Roi il y a maintenant 2 semaines il me semble, et ça s'était mal passé pour eux vu qu'ils s'étaient inclinés. Et sur un but de qui oui, un but de Jules Koundé, mais et en fait je me dis qu'il y a pas forcément de choses qui ont changé d'un côté comme de l'autre depuis 2 semaines, et sur ce match-là, autant on voyait quelques nouveautés, enfin on voyait quelques confirmations sur l'apport de Pedri, l'apport de Jong dans le jeu du Barça. On voyait aussi surtout, Séville avait les qualités pour exposer les limites de la défense barcelonaise, et je pense que Séville aura toujours ces qualités-là dans quelques jours, avec en plus l'intégration un peu plus accrue encore de Papou Gomez dans le collectif sévillan. Donc je vais partir sur une victoire du FC Séville face au Barça, sachant qu'en plus le Barça a toujours eu du mal cette saison face aux équipes on va dire top 3, top 4 de Liga. Je crois même qu'ils n'en ont battu aucune si on prend en compte Séville, le Real et l'Atlético. Et je vois pas de raison pour que ça ne continue pas. Donc je joue la victoire du FC Séville, coté à 3,15 face à Barcelone. Merci Florent pour ces 2 paris. À ton tour Christophe de nous donner tes 2 paris. Toi qui es très professionnel, tu as évidemment envoyé
via une image, tes deux paris qui d'ailleurs vont nous faire rester en Liga. Je t'en prie, tu es lancé. Absolument. Pari que tu as depuis au moins une dizaine d'heures, preuve de mon dévouement à la Au cause. moins. Alors, mes deux paris absolument. Le premier, c'est, allez, je vais partir sur Retafe Valence. Alors, pari un petit peu audacieux. C'est-à-dire que j'ai réfléchi entre plusieurs approches sur ce pari qui était toutes sur la même idée, qui est qu'il y aura peu de buts. Je me suis dit, est-ce que je prends des risques ou pas? Finalement, oui. Donc du coup, le pari, ça sera qu'il y aura un 0-0. C'est coté à 5,60, ce qui est quand même très bien. J'ai hésité avec 0-0 à la mi-temps, mais je me dis autant assumer ce choix jusqu'au bout. Alors, pourquoi est-ce que je pense qu'il y aura peu de buts? Parce que déjà, Retafe en met peu. Retafe, c'est 17 buts marqués en 24 matchs et 30 encaissés. Donc c'est-à-dire que le mauvais classement dépend surtout du peu de buts marqués, puisque cette équipe-là n'en encaisse pas tellement. Il y a des matchs assez fermés. Bon, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est une équipe digne des années 90, mais il y a quand même un côté un petit peu bouché, de plus en plus prononcé, et qui masque de plus en plus un peu tout le reste. Donc ça, c'est la première chose. Et Valence, alors Valence n'a pas eu de 0-0, je pense, de la saison, en tout cas depuis un très long moment, mais ça a failli arriver ce week-end. Les 2 buts face au Celta de la victoire de 0 sont dans les arrêts de jeu. Et globalement, cette équipe est assez décevante, voire même très décevante. Je dis assez, c'est-à-dire elle a été aussi dépeuplée, donc du coup, j'ai pas envie de l'enfoncer sans raison, parce que le contexte n'est pas forcément facile. Là, Valence est 12e, et j'ai l'impression que c'est à peu près sa place, que là aussi, il y a un gros écart, comme à la Lazio, entre les meilleurs et les plus mauvais joueurs de l'effectif. Mais notamment face au Real, le 2-0, il y avait à moitié quelques démissions collectives. Donc je pense que cette équipe-là a du mal à créer, du mal offensivement, et que Retafe va un peu emmener Valence dans une spirale plutôt négative d'un match où les deux équipes sont plutôt contentes de prendre un point, à mon avis. Merci Christophe pour ces deux paris. Les paris du félin des Flandres. Je précise. Tu vas donner ton deuxième pari. Villarreal, Atlético Madrid. Oui, c'est ça. Villarreal, qui est une équipe qui aime bien faire des matchs nuls, et l'Atlético, qui est une équipe qui n'aime pas, mais qui en fait quand même quelques-uns. Donc du coup, je pars sur un match nul. Voilà, tout simplement. Il n'y a pas besoin d'utiliser trop de mots quand on peut s'en épargner quelques-uns. La cote est à 2,90. Alors, je n'ai plus mis en tête, j'ai plus de côté, non, c'est mettre de côté et avoir en tête, c'est la bonne expression. Voilà, le nombre de paris de nuls de Villarreal, je vais y arriver, c'est 13 en 24 matchs, donc c'est quand même énorme. Villarreal qui est 6e du championnat. Donc déjà, rien que cette probabilité-là, tu te dis, ça arrive plus d'une fois sur deux, pourquoi pas ce coup-ci? Face à l'Atlético, alors qu'il n'en a que 4, mais qui ralentit un petit peu ces derniers temps. Qui a fait un nul, alors qu'il a joué 2 fois Levante, joue à des reports de suite en championnat, un nul, une défaite. Mais voilà, face à une équipe de Villarreal qui est correcte, sans être incroyable, qui là s'est qualifié ce soir en Ligue Europa, je suis plutôt sur l'idée que l'Atlético aura un petit peu la fatigue aussi du milieu de semaine et peut-être du mal à se relancer. Parce que là, le titre, c'est pas échappé, loin de là. Il y a 3 points d'avance sur le Real et un match en moins. Mais ça ralentit un petit peu, et je fais le pari que ça redémarrera peut-être, mais pas encore tout de suite, et qu'il y aura quelques points de perdus. Donc voilà, ce nul, et globalement les nuls sont quand même assez bien cotés sur PMU, donc 2,90. Allons-y, mes amis. Merci Christophe, et n'oubliez pas, je le redis, de parier avec modération. Florent, quel est le programme de la semaine qui vient? Là, je vais donner le calendrier des gros matchs du week-end, et tu vas me dire si ça mérite un épisode de Vue du banc. Séville-Barça, donc, comme vous l'avez dit. Ça peut. Il y a aussi en Allemagne un Leipzig-Gladbach, samedi, qui peut être sympathique. Alors, samedi en France, c'est pas ouf. Par contre, dimanche, il y a un petit Monaco-Brest à 13h qui peut être agréable. Derrière, un Marseille-Lyon à 21h. En Angleterre, il y a un Chelsea-Manchester United à 17h30. En Espagne, donc aussi Villarreal Atlético de Madrid. Et en Italie, il y a un AS Roma AC Milan dimanche soir, entre le 4e et le 2e du championnat. Est-ce que tout ça mérite un épisode de Vue du banc, Florent ? Sachant de toute façon qu'il n'y a pas de Coupe d'Europe la semaine prochaine, il me semble que ça ne s'enchaîne pas de suite et qu'il y a un temps de latence et qu'il y a une semaine sans Coupe d'Europe. De toute façon, il y aura en effet un épisode en début de semaine. Maintenant, on verra si on trouve un thème. Mais c'est vrai qu'il y a quand même certains matchs entre le Séville-Barça, le Marseille-Lyon,
où il y aura sans doute des choses à raconter. Donc on a aussi le dernier match avant on a voilà, entre autres, on a aussi très peu parlé de Monaco qui reste sur une belle victoire face au PSG. Donc ce sera peut-être l'occasion aussi de voir Marseille-Lyon, de voir Monaco-Brest. Paris, on sait où ils en sont. Lille, on vient d'en parler. Ce sera peut-être l'occasion de faire un petit arrêt sur ce quatuor de tête en Ligue 1 et faire le point alors qu'on arrive à 2 mois de la fin de saison, enfin 3 mois, 2 mois et demi, on va dire, mars, avril, mai. Ça peut être l'occasion de faire un petit point sur les forces et les faiblesses des quatre leaders. Qui sait, voilà, on improvise des thèmes, on verra bien. Mais c'est sûr que il y aura un épisode en début de semaine prochaine. On pourra parler de cette malédiction de Leverkusen qui aime trop perdre et qui là est mené 2-0 par les Young Boys de Berne à domicile. Alors à domicile, je sais même pas si c'est vraiment à domicile. Je suis plus ce qui se passe en Coupe d'Europe. Ça se trouve, ça se joue. Si, c'est chez eux. C'est chez Tokyo, eux. J'en sais rien. Je sais pas. Très bien. Bonne nouvelle. Merci à Florent, merci à Christophe pour cet épisode. On se retrouve donc la semaine prochaine pour analyser ce qui s'est passé le week-end. Salut. Ciao. Cordialement. Vous avez tout compris grâce à ce podcast. C'est le moment de parier sur PMU.fr. PMU, que les meilleurs gagnent.